Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Près d'une semaine après la sortie du troisième volet des Animaux Fantastiques, il est donc temps de commencer à décrypter toutes les informations de ce nouveau film dont vous pouvez évidemment découvrir notre critique avec ou sans spoiler dans notre playlist spécifiquement consacrée à ce troisième film. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu Les Secrets de Dumbledore au cinéma, nous vous conseillons d'arrêter là votre visionnage de cette vidéo afin de ne surtout pas vous spoiler sur l'une des intrigues, en l'occurrence les plus importantes de toute la saga depuis son commencement. Chacun d'entre nous peut se souvenir de l'incrédulité que nous avons tous ressentie devant la conclusion des crimes de Grindelwald, où nous apprenions de la part de Grindelwald lui-même que Croyance Belboz, dont nous suivions la quête de son identité depuis le début de cette nouvelle saga, n'était ni plus ni moins qu'un Dumbledore et pas n'importe quel Dumbledore, puisqu'il était affublé d'un prénom Aurelius et que Grindelwald l'intronisait comme étant le frère d'Albus Dumbledore. Cette révélation nous a plongé depuis près de 4 années dans d'intenses questionnements, des réflexions à n'en plus finir et une analyse pour le moins minutieuse de tout ce que nous savions ou pensions savoir de l'histoire des Dumbledore. Et en l'occurrence, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons eu du mal, beaucoup de mal avec cette histoire de frère d'Albus Dumbledore. Nous avons pu déjà vous présenter certaines de nos théories dans de précédentes vidéos, puis également le pourquoi du comment il était absolument impossible qu'Aurelius soit un enfant né de Perceval Dumbledore ou de sa femme Kendra. Alors, on sait que la très grande majorité des informations que nous détenions sur Dumbledore venaient en très grande partie uniquement de la biographie de Rita Skeeter et de quelques déclarations d'Elphiage Doge ou encore de J.K. Rowling. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait pour le coup quand même franchement très peu d'événements concrets et d'éléments concrets et définitifs sur l'histoire d'une famille qui a enchaîné les drames année après année depuis l'agression d'Ariana Dumbledore à Terranland et la vengeance ensuite de Perceval qui précéda évidemment son incarcération jusqu'à sa mort à Azkaban. On peut évidemment ensuite parler de la mort de Kendra puis de la mort d'Ariana Dumbledore. Bref, la vie des Dumbledore fut loin d'être un long fleuve tranquille, ce fut même, il faut le reconnaître, une série de catastrophes en chaîne au fur et à mesure qui s'est abattue sur cette famille. Alors, cette famille, on sait que c'était aussi une famille qui fut un temps respectée, mais que compte tenu de la gravité des actes qui étaient ceux de Perceval Dumbledore, c'est-à-dire d'attaquer des moldus, on sait que cette réputation, en fait, elle est tombée en disgrâce pendant des années, et cette famille, effectivement, a été souvent pointée du doigt, y compris pendant la scolarité d'Albus et d'Aberforth Dumbledore à Poudlard. L'arrivée donc d'un autre Dumbledore dans ce contexte nous posait un véritable problème généalogique. On sait que Perceval Dumbledore a été envoyé donc à Azkaban peu de temps après l'agression d'Ariana Dumbledore par des moldus, et qu'il finira ses jours à Azkaban et sera enterré dans le cimetière jouxtant la prison. Il n'aura même pas le droit d'être enterré à Godric Hollow. On sait que Kendra Dumbledore sera tuée en 1899 suite à une éruption plus que violente, et en tout cas plus violente que d'habitude, d'Ariana en tant qu'obscurial. Kendra et Perceval n'avaient à cette époque-là aucun autre enfant. Alors, il est vrai que les Dumbledore vivaient absolument reclus à Godric Hollow, ou presque, et effectivement, ils laissaient assez peu de gens pénétrer dans leur intimité afin d'assurer la sécurité et surtout le secret autour du mal qui habitait Ariana Dumbledore et qui, vous le savez, est particulièrement mal vu par la communauté magique internationale. On sait que l'historienne de la magie, Bathilda Tour-de-Sac, fut l'une des seules véritables personnes à entretenir quelques relations dont on ne connaît pas non plus exactement la nature avec Kendra Dumbledore, et donc elle connaissait forcément une partie de l'histoire de cette famille, même si elle ne savait pas exactement ce qu'il se passait exactement autour d'Ariana, ou tout du moins elle n'a rien dit à ce sujet. L'histoire des Dumbledore a été racontée donc ensuite par une journaliste dont la probité et l'intégrité peuvent et doivent surtout être remises en question. Nous connaissons tous le personnage pour le moins étrange et malaisant que peut être Rita Skeeter. On sait aussi qu'elle administrera pour les besoins de son livre des quantités absolument phénoménales de Veritaserum à une Bathilda Tour-de-Sac déjà en fin de vie. Bien que contemporaine de Kendra Dumbledore, celle-ci n'a apparemment jamais fait mention d'un certain Aurelius Dumbledore, ni d'ailleurs d'un quatrième enfant de la fratrie. Information donc à laquelle elle ne semble jamais avoir eu un quelconque accès, ce qui démontre là aussi un véritable secret et le fait que effectivement personne n'était au courant. Partant de ce principe, le moins que l'on puisse dire, c'est que tout pouvait pousser finalement les fans à se casser la tête sur une énigme qui n'avait donc absolument aucun sens et qui n'avait donc aucune véritable réalité et surtout aucun point d'accroche dans les éléments que nous connaissions déjà. Dès lors, les hypothèses semblaient se limiter à finalement très peu de solutions. On pouvait imaginer un lointain cousin né d'une sœur ou d'une tante, Honoria notamment, qui aurait pu être effectivement la tante de Perceval Dumbledore, mais sans réelle base historique pour étayer entre guillemets ce propos, et franchement cette thèse était complètement folle, il faut quand même bien se l'avouer. On aurait pu penser ensuite à un demi-frère, pourquoi
pourquoi pas, née d'une romance absolument impossible, improbable même, bref, en tout cas d'une relation extra-conjugale qui aurait été celle de Perceval Dumbledore, faisant ainsi d'Aurelius un demi-frère d'Albus Dumbledore, idée franchement totalement brutale, et encore une fois sans aucune véritable base là non plus historique, et franchement tirée par les cheveux. Perceval Dumbledore, on le sait, a dédié sa vie à sa famille, et s'est même sacrifié pour qu'Ariana puisse vivre le plus normalement possible. Il était donc impossible d'imaginer, donc Perceval Dumbledore en coureur de jupons, cette idée aurait été absolument choquante, et Perceval va terminer sa vie à Azkaban, donc il n'y avait pas non plus de solution clairement de ce côté-là. Alors, dans le genre raisonnement par l'absurde, on aurait pu également imaginer un enfant né d'une nouvelle idylle entre Kendra Dumbledore et pourquoi pas un autre homme. Mais dans ce cas-là, Aurelius n'aurait jamais été un Dumbledore, tout en étant effectivement le demi-frère d'Albus. Et en l'occurrence, on peut aussi dire que la présence d'un phénix aux côtés d'Aurelius n'aurait eu absolument aussi aucun sens. De plus, on imagine mal une Kendra Dumbledore déjà assommée par l'incarcération et la mort de son mari, par l'état de santé d'Ariana Dumbledore et enfin par la réputation de sa famille qui a pris quand même un sacré coup dans l'aile après l'attaque par Perceval des agresseurs de sa fille. On peut difficilement imaginer qu'elle allait se lancer dans une relation amoureuse sachant qu'elle vit en plus ou moins reclus avec sa fille et ne parle en fait à personne. Donc à cela il faut rajouter en plus les problèmes de date et donc de chronologie. Donc vous avez compris que là on était finalement véritablement en plein délire. Alors ensuite on savait évidemment qu'Aurelius ne pouvait pas être le fils d'Albus Dumbledore. Albus Dumbledore étant homosexuel ne peut donc absolument pas avoir d'enfant. On savait aussi qu'il était impossible du côté d'Ariana d'avoir un enfant compte tenu d'une part de son très jeune âge et d'autre part de son état de santé évidemment et du fait qu'elle vivait totalement reclus. La seule piste restait donc Aberforth Dumbledore, thèse que nous avions avancée dans une vidéo en septembre dernier sur notre chaîne à notre retour de vacances et c'est au final cette thèse qui a donc été confirmée dans les secrets de Dumbledore. Il faut dire qu'il s'agissait en réalité de la seule piste, vous l'aurez compris, qui était viable, sauf si Rita Skeeter avait inventé, raconté de tels mensonges que toute l'histoire de Dumbledore s'en serait trouvée être complètement modifiée, mais ce n'était pas notre thèse favorite. Il y avait de l'espace pour, ça c'est clair, mais ça demeurait quand même franchement improbable et assez peu crédible. Aujourd'hui, nous connaissons donc une partie de la vérité, une petite partie de la vérité concernant Aurelius Dumbledore, bien entendu, mais il demeure encore quelques mystères. Mais alors que ce personnage arrive à la fin de sa vie, nous allons tenter de retracer son histoire, son existence, et donc imaginer quels seront aussi ses derniers moments, alors qu'aucune issue ne semble être franchement possible ni envisageable pour lui. L'été où Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald construisent leur relation bien malsaine et cette quête complètement folle autour du pouvoir et de la domination des deux mondes, on savait qu'Aberforth passait le plus clair de son temps à s'occuper d'Ariana Dumbledore. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'on croyait savoir. Mais sans lui enlever d'ailleurs ce dévouement qu'il avait pour sa sœur et qui aurait dû être entre guillemets un petit peu soulagé par Albus Dumbledore, qui était quand même, rappelons-le, son frère aîné, en fait, Aberforth Dumbledore, contrairement à ce que nous pouvions penser, n'oubliait pas non plus de vivre sa vie de son côté. On avait imaginé, à tort apparemment, un Aberforth Dumbledore assez renfermé sur lui-même, pleinement dévoué à sa sœur et à tenter entre guillemets de la protéger d'elle-même, mais nous n'avions absolument pas vu qu'effectivement il était un jeune homme comme un autre. En 1899, il faut savoir qu'il est âgé d'environ une quinzaine d'années, ce qui demeure quand même pour le coup très jeune, mais passons. Le fait est qu'il entretient une relation avec une jeune fille qui va tomber enceinte. On ne connaît pas du tout l'identité de la mère d'Aurelius, on sait juste qu'elle habitait à Godric Hollow. De prime abord, on aurait tendance à penser qu'il s'agissait éventuellement d'une moldue, dans la mesure où on sait qu'elle sera chassée en fait de chez elle, probablement par ses parents, et condamnée en quelque sorte à un exil, on va dire, assez forcé. On pense effectivement donc à une jeune fille moldue, dans la mesure où si on se réfère à l'époque des faits, il était évidemment très mal vu qu'une jeune fille ou une jeune adolescente de 14 ou 15 ans puisse tomber enceinte, situation qui était généralement très mal acceptée par les familles et donnait donc lieu bien souvent à des drames familiaux. Si elle était une sorcière, la situation n'aurait probablement d'ailleurs pas été meilleure, ni tellement plus simple. Le fait est que seul J.K. Rowling, là pour le coup, détient cette part du secret. On sait cependant que plusieurs familles célèbres du monde magique ont déjà vécu à Godric Hollow. Il y a eu les Potter, mais à cette époque, on ne connaît pas de filles entre guillemets chez les Potter. Il y a eu aussi les Bones, il y a eu les Abbotts, il y a eu les Peverell dans un temps bien plus lointain. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un lien de parenté avec une famille croisée dans Harry Potter? Pourquoi pas, mais à ce stade, évidemment, rien ne vient le confirmer. Alors, ensuite vient une autre question. Aberforth Dumbledore savait-il à cette époque que cette jeune compagne était enceinte? Là, rien ne vient véritablement l'attester. En tous les cas, il faudra attendre la publication du script du film pour être persuadé de la véracité de ce que nous avançons. On sait à tout le moins qu'il voit disparaître sa compagne très rapidement et qu'il a dû probablement se poser la question de la raison de cette disparition. Si Aberforth était au courant de l'état de maternité de sa compagne, on aurait pu imaginer qu'il se serait remis davantage quand même à la recherche de son enfant. Et là, en l'occurrence, on voit que effectivement, il y a quand même pas
pas grand-chose qui bouge. Donc, à partir de ce moment-là, plusieurs possibilités peuvent se passer. Et cela nous renvoie donc à l'histoire racontée par Lethal Lestrange dans Les Crimes de Grindelwald. Nous sommes donc au milieu de l'Atlantique, dans un navire de croisière se dirigeant vers le Nouveau Monde. Un incident survient, le bateau coule. Jusqu'ici, on est bon. Lethal Lestrange, on le sait, a échangé son frère Corvus Lestrange, sixième du nom, avec le bébé de la cabine d'en face qui ne faisait, lui, pas de bruit, et qui était donc possiblement Aurelius Dumbledore. Lethal Lestrange évacue le bateau avec la nourrice et le faux Corvus Lestrange Junior. On peut imaginer que dans la panique, la nourrice ne s'en aperçoit pas à ce moment-là. Lethal Lestrange aperçoit ensuite une jeune femme tenant un bébé dans une chaloupe de secours qui est donc située juste derrière elle, mais cette chaloupe va faire naufrage en portant ainsi Corvus Lestrange Junior dans les abîmes. Fin de l'histoire pour ce Corvus, mais que se passe-t-il après? Alors, une fois arrivé à New York, on peut imaginer que la nourrice se rend compte du fait qu'il ne s'agit pas du bon enfant, et pourrait donc le confier à un équivalent, pourquoi pas orphelinat, avant que ce dernier ne soit remis à Marilou Belbos. Si cet enfant est bien Aurelius Dumbledore, sa mère est donc morte définitivement sans possibilité de revenir, ce qui, entre parenthèses, vient d'ailleurs renforcer la possibilité, et la possiblement, on va le dire, nature moldue de cette dernière. La suite de cette histoire, on la connaît. Ensuite, Aurelius est recueilli par Marilou Belbos, il est emmené à la fondation philanthropique du Nouveau-Salem, etc., etc., et là, on rebique jusqu'en 1926 avec ce qui s'est passé dans le premier volet des Animaux Fantastiques. On peut imaginer qu'Ablefort a eu vent de ce naufrage. Les naufrages à cette époque faisaient toujours l'actualité dans le monde moldu, et donc on peut imaginer que c'était également le cas dans le monde des sorciers. Il peut ainsi penser avoir perdu sa chère et tendre compagne, et éventuellement imaginer qu'il en est de même pour le bébé, qui serait donc né avant le départ pour les États-Unis. C'est là aussi un vrai sujet. Alors d'ailleurs, pour le bébé, en admettant qu'Ablefort soit au courant, ce qu'on ne sait pas. Pendant plus de 20 ans, Ablefort n'aura donc aucune nouvelle, aucune information particulière sur cette éventuelle progéniture dont il n'a pas connaissance encore une fois, ou dont il a connaissance. Cela pose totalement question, et là-dessus, le film ne vient apporter absolument aucune réponse. Par la suite, Albus Dumbledore, en 1926, donc, entend parler de rumeurs faisant état du souhait de Grindelwald de se procurer un obscurial pour s'en servir comme une arme. Dumbledore étant peut-être l'un des hommes les plus informés de la communauté du monde des sorciers, on peut imaginer qu'il découvre assez rapidement, notamment ensuite grâce à Norbert Dragono, l'existence de croyances Belbos. Alors, c'est-il à ce moment-là que ce jeune homme est un Dumbledore? C'est très peu probable, même franchement impossible. Cependant, et on dit bien cependant, on connaît quand même la proportion de Dumbledore à utiliser à sa guise des personnages contre leur gré pour, entre guillemets, le plus grand bien. Mais là, ce serait quand même un petit peu trop diabolique et un petit peu trop capillotracté. Albus Dumbledore va quand même continuer à suivre l'évolution de cet obscurial, probablement parce que ça lui fait penser forcément à Ariana Dumbledore, et donc on va voir dans les crimes de Grindelwald, effectivement, ce suivi à distance que va opérer Albus Dumbledore. On peut imaginer que ce dernier va être mis au courant des rumeurs sur son identité en tant que Lestrange, puis ensuite en tant que Dumbledore. N'oublions jamais qu'Albus Dumbledore a quand même des yeux et des oreilles absolument partout et qu'il est au courant de tout. C'est là où réside donc un autre mystère. Savoir si oui ou non Albus Dumbledore avait été mis au courant, en admettant que celui-ci soit au courant de la possibilité qu'Ablefort ait un enfant caché ou planqué quelque part suite aux événements de Godric Solo. On peut imaginer que Dumbledore l'ignorait, mais tout en l'ignorant, on peut imaginer aussi que les rumeurs faisant de ce jeune homme un Dumbledore a poussé Albus à se plonger dans une histoire familiale déjà compliquée, et c'est ainsi peut-être qu'en discutant avec son frère, les liens se sont noués autour de cette possibilité, et Dumbledore en fait a pu rassembler les pièces du puzzle entre d'un côté les déclarations de son frère, et ensuite de l'autre côté la confession faite par Lethal Lestrange au mausolée du Père-Lachaise, et qui a nécessairement été ramenée à Albus Dumbledore par la fine équipe composée de Norbert et de Thésée Dragono. Et donc à ce moment-là, on peut imaginer qu'avec toutes ces pièces du puzzle, Albus Dumbledore aura découvert la vérité qu'il garde peut-être dans un premier temps pour lui, a priori. Tout le moins, nous, c'est comme ça qu'on l'analyse. Il reste ensuite encore quand même quelques questions à se poser évidemment. Et la première est de savoir à quel moment Ablefort Dumbledore découvre son fils, ou même le fait d'ailleurs qu'il a un fils. Chose sur laquelle, encore une fois, le film ne donne absolument aucune indication. Comment commence-t-il à correspondre au travers d'un miroir à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre? Alors là-dessus, nous avons une petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui demeure pour le coup invérifiable en l'état actuel de nos connaissances. En l'occurrence, on sait grâce à des photos qu'Aurelius a reconstitué une sorte d'arbre généalogique très complet sur les murs de sa chambre dans le château de Nurmangard. Dans ce cadre-là, il est arrivé nécessairement à la seule possibilité ouverte
découverte, c'est qu'il ne pouvait absolument pas être le fils ni de Kendra, ni de Perceval Dumbledore, ou encore moins d'Ariana. Donc, pour lui, il savait être nécessairement le fils d'Aberforth. Aurelius a-t-il fait le premier pas vis-à-vis de son père grâce au miroir? C'est une possibilité qu'on ne peut absolument pas mettre de côté, même si, encore une fois, elle demeure, à ce stade, en tous les cas absolument invérifiable. La difficulté en réalité dans cette histoire, c'est qu'on a un peu le sentiment d'une facilité scénaristique typique de Steve Kloves qui, malgré un certain talent, prend souvent quand même les fans pour des demeurés et nous présente aussi une version simplifiée d'une histoire dont on ne doute aucunement que J.K. Rowling aurait une lecture peut-être bien plus fournie et bien plus détaillée. Croyance est littéralement le fil rouge des 2 premiers films, avec sa quête d'identité, voire, entre guillemets, finalement, son origine et d'où il vient. On sait que, en fait, en réalité, Croyance a toujours été le fil rouge de cette saga, et puis qu'il fallait évidemment suivre à travers son histoire, à travers son regard, ce qu'il allait devenir. Et donc il y avait tout un tas de questionnements qui se sont construits autour de ce personnage, jusqu'au cliffhanger absolument phénoménal des Crimes de Grindelwald, et ça on sait que J.K. Rowling a voulu ancrer donc ce cliffhanger dans une suite logique quand même assez forte et assez impressionnante. Dans Les Secrets de Dumbledore, et presque dès les premiers plans sur ce jeune homme, on voit d'ailleurs effectivement que son avenir semble bien sombre. On a réglé presque le problème d'entrée de jeu dans le film. Outre le fait qu'il n'a absolument pas du tout réussi à se débarrasser de l'Obscurus, il se trouve en plus de cela complètement possédé par ce dernier. On voit les traces sur ses bras, on voit les traces sur son torse, qui montre finalement que le pouvoir de l'Obscurus devient de plus en plus puissant et prend petit à petit le contrôle sur lui-même. Ceci explique donc aussi l'état de son phénix, sur lequel nous nous étions largement interrogés dans un certain nombre de vidéos, et nous avions d'ailleurs là aussi entre guillemets raison, puisque effectivement le phénix a voulu aider Aurelius, mais ce dernier n'arrive pas à combattre suffisamment l'Obscurus et se retrouve donc par là même perverti en quelque sorte par ce parasite maléfique, rendant ainsi le phénix malade. Aurelius Dumbledore, lui, il est épuisé, il est clairement au bout du rouleau physiquement, il ne tient plus debout, il continue à exécuter certes les ordres de Grindelwald et à déchaîner sa magie dès qu'il le peut, mais le cœur n'y est plus du tout. Il veut retourner chez son père, quitter ce monde par la petite porte et profiter, on l'imagine, probablement des derniers instants qu'il lui reste. Sa fin, il le sait, est très proche, et ça en fait dès le début du film ça semble évident. Pourtant, il continue à œuvrer dans les sinistres desseins de son maître dont il semble avoir du mal à se départir, même si on sent qu'effectivement, à l'instar de ce que nous avions pu dire dans une vidéo justement sur la relation qu'il entretenait avec Grindelwald, il n'est absolument lié par rien d'autre à ce personnage que par la peur qu'il peut ressentir. À Berlin, pourtant, il va quand même mettre toute sa haine et toute sa souffrance en exergue pour lutter contre celui que Grindelwald a désigné comme étant un ennemi, c'est-à-dire Albus Dumbledore. Seulement, malgré une magie violente et absolument destructrice, il ne fait absolument pas le poids contre un Albus Dumbledore au sommet de sa forme, et en même temps d'ailleurs, qui pourrait faire le poids contre Albus Dumbledore? On ne sait pas véritablement. Le fait est que Aurelius se fait dominer très très rapidement. Au début de la scène, il est d'ailleurs intéressant de noter que Albus va appeler Aurelius croyance. Ça, c'est pour le coup un point intéressant. Ensuite, on sait qu'Albus va parler des mensonges de Grindelwald. Et après la bataille, et avec l'intervention d'ailleurs du Phénix, Dumbledore semble prendre conscience, ou tout du moins va dévoiler sa vraie identité à croyance en l'affublant certes du nom de Dumbledore, ce que Aurelius savait, mais d'un statut tout à fait différent de celui indiqué par Grindelwald. Alors, cette scène, elle est davantage allégorique en réalité que destinée à apporter une réponse à la question de savoir qui était Aurelius. Albus Dumbledore offre donc la rédemption et la liberté à Aurelius en lui restituant officiellement ses origines en tant que aîné de la famille Dumbledore. Albus Dumbledore était le seul à pouvoir le faire. Aurelius a donc désormais cette reconnaissance en plus des messages de son père. Dumbledore le sait et le dira d'ailleurs plus tard à Norbert. Aurelius ne peut être sauvé, mais il peut sauver tout le monde. On sait qu'une fois rentré de Berlin, Albus aura enfin une discussion avec son frère. Alors on sait que les relations entre Aberforth et Albus Dumbledore, elles sont franchement pas bonnes du tout. Ça, c'est pas une surprise, on le savait. Les relations sont compliquées, ils se parlent, comme on dit par chez nous, avec la grosse dent. C'est pas vraiment des relations qui sont simples. Alors tout le monde, effectivement, crie à l'incohérence en disant « Ah bah ouais, mais ils s'aimaient pas, et puis là, d'un coup d'un seul, ils s'aiment, et c'est les best friends forever. » Non, en réalité, absolument pas. On voit très bien que, effectivement, dans le film, les relations entre les deux
deux sont très tendus, que la plupart du temps ils s'évitent du regard et qu'ils se parlent quand même les uns les autres relativement mal, et donc on voit bien que finalement, même s'il y a un lien que Albus Dumbledore cherche entre guillemets à entretenir, on voit que en fait le répondant en face est pas forcément très simple, et on peut imaginer ensuite la manière dont cette relation va évoluer jusqu'à ce que l'on sait et ce que l'on voit d'Aberforth et Dumbledore dans le 7e tome de Harry Potter et les reliques de la mort. Le fait est que là, en l'occurrence, on assiste donc à une discussion en tête-à-tête entre Albus et Aberforth, où effectivement, Albus va confirmer à ce dernier que Aurelius Dumbledore est bien un Dumbledore. Il va lui parler du phénix, en lui remettant d'ailleurs une plume pleine de cendres, ce qui n'est pas un bon présage, et finira ensuite par indiquer à Aberforth Dumbledore qu'Aurelius est bel et bien en train de mourir. Bref, joyeuseté au programme dans la discussion, vous l'aurez compris, mais on sent qu'effectivement Albus Dumbledore souhaite quand même que son frère endosse sa responsabilité de père, qu'il semble quand même fuir un petit peu, même si ce point doit être encore éventuellement vérifié, soit par des commentaires de l'équipe de production, soit même par J.K. Rowling si un jour elle prend la parole sur ce 3e film, puisque son silence nous inquiète, on ne vous le cache pas. Bref, c'est ensuite au bout de temps que l'on va assister à la fin véritable de l'histoire d'Aurelius. Aberforth a fait le déplacement, Dumbledore le lui avait demandé, et quand Aberforth voit son fils pour la première fois, il a un mouvement en fait d'approche, il veut le soutenir, il veut le porter, parce qu'on voit très bien qu'Aurelius ne va pas bien. Mais Albus Dumbledore, en très grand stratège qu'il est, va lui dire d'attendre. Il sait qu'Aurelius doit trahir absolument Grindelwald une bonne fois pour toutes afin de sauver le monde des sorciers de l'élection de ce dernier à la tête de la Confédération internationale des mages et sorciers. La suite de l'histoire, vous la connaissez, vous l'avez vu au cinéma, Aurelius va défier Grindelwald qui va tenter de le tuer et sera protégé par un sortilège conjoint d'Aberforth et d'Albus Dumbledore dans une étrange allégorie à ce qu'ils n'ont pas su faire plus de 30 années en arrière pour protéger Ariana. Le geste est très symbolique, l'image est très belle, elle est dramatique, elle est étonnante, mais en fait la vraie star de cette scène, très étrangement, ce n'est ni Albus Dumbledore, ni Gellert Grindelwald avec le pacte de sang, ni Aurelius Dumbledore, ni Aberforth Dumbledore. La star de cette scène, même si on ne la voit pas, c'est Ariana Dumbledore qui demeure quand même au centre finalement de cette histoire, même si elle n'apparaît pas. Bref, à la fin de la bataille, Aberforth s'en va avec Aurelius, ils s'en vont donc vers un destin probablement bien sombre et même, disons-le, funeste, mais au final, tout est bien qui finit bien, pourrions-nous dire, en tout cas pour Aurelius Dumbledore. Après, on ne vous cache pas que cette fin, même si elle nous satisfait pour ce personnage, car elle demeurait, entre guillemets, la seule possibilité et la seule possibilité véritablement envisageable, nous laisse quand même quelque peu sur notre faim. On sent qu'il y a eu une dimension pour le moins assez étrange dans la réalisation, comme si ce sujet avait été un peu expédié par une réalisation gênée aux entournures, ne désirant pas trop rentrer sur l'histoire de Dumbledore, alors que l'on sait que les flashbacks ont été tournés à la fois sur le tournage des Crimes de Grindelwald, mais aussi sur le tournage des Secrets de Dumbledore. Pour notre part, nous y voyons quand même là nécessairement la patte d'un Steve Kloves, rapide à faire en sorte, entre guillemets, d'oublier que les fans ont un cerveau et qu'ils sont capables de comprendre un peu plus d'informations que ce dont il a été capable de faire, par exemple avec l'adaptation de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, par exemple, dont on se souvient que cette adaptation est une véritable catastrophe, qu'il a préféré nous montrer des relations, entre guillemets, amoureuses d'adolescents en pleine puberté, plutôt que de nous expliquer ce qu'était véritablement un Horcrux, et de nous expliquer comment la montée, finalement, de Lord Voldemort vers le pouvoir avait eu lieu, ce qui était quand même juste le pilier central du 6e tome, donc ça pose véritablement là-dessus une question. Il est très peu probable que nous puissions revoir un jour ou l'autre, en tout cas, Aurelius Dumbledore dans la suite de la saga, a priori, mis à part éventuellement sur une pierre tombale. Alors là, on voit que des gens vont nous dire « Ah bah oui, mais attendez, comment est-il possible que Bathilda Tour-de-Sac ne soit pas au courant de l'existence d'Aurelius Dumbledore, dans la mesure où le caveau des Dumbledore figure à Godric Hollow. » Alors, c'est vrai qu'à Godric Hollow, deux personnalités des Dumbledore, de la famille des Dumbledore, sont effectivement enterrées. On le rappelle, Kendra et Ariana Dumbledore sont enterrés côte à côte dans le cimetière de Godric Hollow. Ça, c'est une vérité totale. Mais, il n'y a pas de caveau des Dumbledore, comme on a pu le voir sur Internet. Deuxièmement, il faut aussi savoir que cette affirmation peut être vérifiée très simplement en ouvrant juste le 6e tome de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, de se rendre aux alentours des derniers chapitres pour voir que la sépulture, par exemple, d'Albus Dumbledore ne se trouve aucunement à Godric Hollow où il ne possède plus aucune attache, mais se trouve en réalité
à proximité immédiate de Poudlard. On peut tout à fait imaginer qu'Aurelius Dumbledore suivra entre guillemets le même chemin, ou tout du moins le précédera sur le même chemin, et sera enterré effectivement au cimetière de Préolard. Et là, en l'occurrence, Bathilda Tour-de-Sac ne pouvait absolument pas avoir connaissance de cet enfant qui aura été enterré éventuellement dans le cimetière de Préolard et non pas au cimetière de Godric Solo. Donc là-dessus, non, on ne voit pas une incohérence absolument phénoménale. En tout cas, le fait est que voilà, il y a très très peu de risque de le revoir sous sa forme physique dans la mesure où quand même Albus et Norbert savent très bien et ont confirmé qu'il n'y a aucune possibilité de survie pour Aurelius dans son état et surtout à son âge. Dumbledore, on le sait, connaissait parfaitement les signes, il les avait vus sur Ariana dès finalement qu'elle a été diagnostiquée, ou tout du moins qu'on a pu comprendre qu'elle était un obscurial. Ça a été dit à plusieurs reprises, ça a même été dit à nombreuses reprises dans le film que voilà, il n'y avait aucune solution finalement pour sauver Aurelius. Donc Dumbledore connaissant les signes, on peut imaginer qu'il a une certaine expérience en la matière, et donc c'est la fin de l'histoire pour Aurelius Dumbledore, ce qui permettra d'ailleurs de régler là aussi le problème d'Ezra Miller, dont les démêlés avec la justice et sa tendance à se bourrer la gueule et à taper sur les premières personnes qui croisent sa route à chaque coin de bar, évidemment pose des problèmes aux équipes de la Warner Bros. Et évidemment à la campagne de communication autour de chaque sortie du film. Ça avait été le cas pour les crimes de Grindelwald, c'est le cas à nouveau pour les secrets de Dumbledore. Donc c'est vrai que faire sortir ce personnage par la petite porte, c'est peut-être pas finalement la pire des idées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous, ça nous a intéressé donc effectivement d'avoir enfin cette vérité sur Aurelius Dumbledore. Après, on ne vous le cache pas qu'on est un peu sceptique quand même sur les raccourcis, sur la manière dont ça a été introduit et sur le fait que finalement cette question-là n'est pas tant que ça au centre du film, alors qu'on s'attendait quand même à avoir un petit peu plus de choses et un petit peu plus d'informations. Alors cela tient très probablement au fait qu'il a fallu alléger le film pour ne pas qu'il soit trop dense. On vous l'a dit dans nos critiques avec spoiler, mais aussi dans la critique sans spoiler, que effectivement le film était très dense et qu'on sentait très très bien que Steve Kloves avait probablement facilité un certain nombre de scènes, facilité un certain nombre d'intrigues, parce que J.K. Rowling en avait peut-être dit trop, on avait mis trop, c'est son style, c'est comme ça qu'elle est, et nous c'est ce qu'on aime finalement dans Harry Potter, et c'est ce qu'on aime également dans les crimes de Grindelwald par exemple, c'est d'avoir toutes ces intrigues, toutes ces sous-intrigues. Là on a le sentiment qu'il a fallu quand même faciliter et raccourcir un petit peu le film pour ne pas perdre les fans. Alors d'un côté, si on veut être tout à fait honnête, on voit tellement de gens dans les commentaires aujourd'hui qui sont complètement perdus et qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement lu les livres, parce que beaucoup n'ont pas compris non plus les films Harry Potter. Enfin, on a vu des gens qui disent bah oui, mais en fait, c'est pas logique que ce soit Albus Dumbledore ou Vicencio Santos qui bénéficient de l'inclinaison du Quillin, et il aurait fallu que ce soit Jacob, mais Jacob est un moldu, Jacob ne peut donc pas être président de la Confédération internationale des mages et sorciers. Enfin, c'est absolument impossible, mais voilà, c'est des critiques qui reviennent souvent et qui n'ont pas grand chose à voir avec le film. Donc peut-être aussi effectivement que là, rechercher la complexité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui difficile dans le cinéma. Ça pose de véritables questions d'ailleurs sur l'avenir de l'industrie cinématographique. Ça, on en reparlera probablement dans une prochaine vidéo, mais là en l'occurrence, c'est vrai que par excès entre guillemets de simplification, on a certainement eu une fin sur Aurelius Dumbledore qui n'était peut-être pas celle imaginée au départ. Nous, on aurait voulu voir des flashbacks, on aurait voulu comprendre quel était l'état de cette relation entre Aberforth Dumbledore et sa compagne, savoir même l'identité d'ailleurs de cette compagne-là. Ça aurait pu être intéressant, notamment si c'était une Moldus. Ça aurait effectivement montré finalement que la famille des Dumbledore n'était pas une famille anti-Moldus, qui a été un reproche fait pendant très longtemps suite à l'attaque de Perceval Dumbledore sur les agresseurs d'Ariana. Donc bref, il y avait tout un tas de choses à raconter, il y avait vraiment de belles histoires à faire, il y avait des personnages à découvrir, et là en l'occurrence, malheureusement, ça n'a pas été le cas, et ça pour nous, ça reste quand même, on va dire franchement, une véritable déception dans ce film. Après, vous avez entendu notre avis et notre critique, nous restons confiants avec ce film, mais c'est vrai que parfois, il vaudrait mieux laisser J.K. Rowling faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire nous raconter des histoires complexes sur les personnages, plutôt que là, effectivement, aller d'un point à un point Z de manière très rapide, sans passer par le reste des lettres de l'alphabet. Là, on est vraiment allé beaucoup trop rapidement, il y a
beaucoup trop de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. On vous les a listées, hein. Il y a la relation, comment s'est construite la relation avec Aberforth et Dumbledore, comment il y a eu cette découverte, est-ce que c'est Aurelius qui a découvert cette identité, entre guillemets, de fils d'Aberforth et Dumbledore, comment il l'a fait pour découvrir tout ça. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, et c'est là, en fait, on voit la limite de passer sur, finalement, un format film, alors que J.K. Rowling est une écrivaine absolument extraordinaire, qu'elle peut pondre des livres qui sont juste extraordinaires, et peut-être que sur les animaux fantastiques, on aurait préféré avoir effectivement sa vision, quitte à avoir peut-être un film beaucoup plus long, beaucoup plus sombre, peut-être beaucoup plus compliqué à comprendre pour certains, mais qui pour nous aurait rassasié un petit peu notre soif d'information, qui là s'est trouvé quand même peut-être un petit chouïa, on va dire, limité par effectivement cette facilité scénaristique qui consistait juste à utiliser un miroir sur un mur et à la tête de sanglier, et ensuite deux, trois jolies petites scènes avec aussi cette phrase, voilà, comme quoi Aberforth et Dumbledore pensaient always à son fils. Bon, là aussi, ça pose véritablement question, parce que du coup, quand il dit ça, on peut imaginer tout un tas de choses derrière, qu'il était au courant qu'il avait un enfant, et en même temps qu'il pense constamment à son fils depuis qu'il sait qu'il a un fils. Enfin bref, voilà, on n'a absolument aucune réponse, et c'est ça vraiment qui est pour le coup extrêmement dommage. On aurait vraiment voulu en savoir plus, mais bon, peut-être qu'on aura d'autres informations quand des supports sortiront enfin sur les secrets de Dumbledore. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si cette fin, entre guillemets, pour Aurelius Dumbledore vous aura convaincu ou pas. Dites-le nous, vraiment, ça nous intéresse effectivement de pouvoir en discuter avec vous. Et on se retrouve donc dès samedi pour de nouvelles aventures au sujet des secrets de Dumbledore, ou peut-être d'autres choses, on verra. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes nos dernières vidéos en temps et en heure grâce aux notifications, et évidemment à nous laisser un petit like, car ça nous encourage toujours à continuer à faire du contenu sur cette chaîne. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très bonne semaine, finalement, une très bonne fin de semaine, même presque, avec cette semaine relativement